Dans les minutes qui suivent, des hommes infiltrés forcent les abords du palais, des explosions résonnent, les communications se brouillent et 3 officiers de haut rang restent introuvables pendant qu'un hélicoptère d'évacuation attend, inutile, à quelques minutes. Pourquoi une foule de mécaniciens, d'étudiants et de maires, armés d'outils et de boucliers improvisés, vient-elle défendre Ibrahim Traoré alors qu'aucun plan ne les y oblige ? Parce qu'un pays peut tenir ou tomber tout entier sur une décision prise en pleine nuit. En suivant heure par heure ce qui s'est joué autour d'Ibrahim Traoré, il devient possible de comprendre comment un coup d'État conçu pour être rapide et chirurgical a échoué face à une dynamique imprévue. L'enjeu dépasse un homme et même un régime. Il touche à la question centrale de savoir d'où vient l'autorité réelle quand les armes, l'argent et les alliances extérieures cessent de garantir la victoire. Ce qui s'est produit à Ouagadougou engage aussi les citoyens car il montre le prix concret de la passivité comme celui de l'engagement. Chaque décision prise cette nuit-là a entraîné des conséquences concrètes, militaires, judiciaires, sociales et régionales. En moins de 2 heures, une opération pensée pour éliminer Ibrahim Traoré et installer un pouvoir de façade se heurte à une variable ignorée, une mobilisation spontanée de la population. Le cœur du renversement tient à ce décalage de tempo. Les assaillants misèrent sur la vitesse, la confusion et l'isolement du centre du pouvoir. Or, dès les premières minutes, les signaux ne correspondent plus aux hypothèses prévues. Les communications sont brouillées, des explosions retentissent dans les casernes périphériques et plusieurs officiers clés demeurent silencieux. Ce silence n'est pas neutre. Il indique une coordination interne, une trahison qui ne vient pas de l'extérieur mais des rangs même de l'appareil militaire. Ibrahim Traoré comprend très tôt que la menace n'est pas seulement armée mais politique. L'attaque n'a de sens que si elle neutralise l'autorité et coupe le lien entre le président et la société. C'est précisément ce lien que la suite des événements va renforcer. Lorsque des civils convergent vers le palais, sans armes militaires ni ordre formel, ils brisent la logique du coup. Leur présence transforme un objectif isolé en espace public impossible à traiter comme une simple cible. Ce basculement révèle un contexte plus large. Depuis des mois, des décisions administratives avaient dispersé des commandants réputés loyaux, affaiblissant volontairement les chaînes de confiance. Le plan reposait sur des signatures, des mutations et des procédures ordinaires, dissimulant la trahison derrière la routine bureaucratique. La nuit de l'attaque n'est donc pas un accident, mais l'aboutissement d'un travail préparatoire patient. Ce qui échappe aux conspirateurs, en revanche, c'est la perception populaire. Pour une partie de la population, Ibrahim Traoré n'incarne pas seulement une fonction, mais une rupture avec des pratiques anciennes. Cette perception suffit à déclencher une réaction collective qui modifie le rapport de force, sans ordre central ni stratégie écrite. À l'intérieur du centre de commandement, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un chef héroïsé, mais comme un point de gravité autour duquel les décisions s'ordonnent. Son refus d'évacuer alors qu'un hélicoptère est prêt n'est pas un geste symbolique. Il modifie immédiatement le comportement de son entourage. Les officiers présents cessent de raisonner en termes de fuite et passe à une logique de tenue de position puis de reconquête du contrôle. D'abord, l'effet est organisationnel. En restant sur place, le président maintient la continuité de l'autorité. Les ordres circulent encore, même dans un environnement brouillé, et les décisions ne sont pas fragmentées. Cette stabilité relative permet d'identifier rapidement les absences suspectes, de croiser les silences radio et de transformer un chaos apparent en indice exploitable. Ensuite, l'effet est psychologique. Les jeunes soldats présents voient un dirigeant exposé au même risque qu'eux. Cela réduit la distance hiérarchique au moment le plus critique. La loyauté cesse d'être abstraite et devient concrète, ancrée dans une situation partagée. Cette dynamique interne explique pourquoi certaines unités résistent plus longtemps que prévu, malgré l'avancée initiale des insurgés. Enfin, l'effet s'étend à l'extérieur du palais. La diffusion de la voix d'Ibrahim Traoré demandant aux civils de rentrer chez eux produit l'effet inverse de celui recherché. En cherchant à protéger la population, il renforce sa détermination. Ce paradoxe révèle un mécanisme clé. La légitimité perçue peut susciter une mobilisation plus forte que n'importe quel appel formel. En quelques heures, une décision individuelle déclenche une chaîne d'effets institutionnels, militaires et
civique. Le sens devient clair. Quand l'autorité tient, le système tient. Tout commence discrètement, des hommes armés franchissent les premiers périmètres, des charges explosent près des casernes occidentales et les lignes de communication se dégradent presque simultanément. Le plan repose sur une synchronisation parfaite, créer du bruit, isoler la cible, puis frapper avant que l'appareil d'État ne puisse réagir. Dans cette phase initiale, l'avantage appartient clairement aux assaillants. Les informations sont fragmentaires, les décisions doivent être prises dans l'urgence et l'hypothèse d'une attaque interne reste encore implicite. La tension monte rapidement. À mesure que les minutes passent, la situation se tend autour du palais. Les rapports font état d'unités qui ne répondent plus, de chefs absents sans justification et de mouvements suspects à proximité des accès stratégiques. Ibrahim Traoré choisit alors de transformer la défense passive en action politique. Il fait ouvrir les canaux radio civils, accepte de rendre visible sa présence et refuse toute extraction. Ce choix change la nature de l'événement. Le coup n'est plus une opération nocturne confinée, mais un affrontement observé, commenté, partagé. Le basculement survient avec l'arrivée massive de civils. Leur irruption n'est ni organisée ni planifiée, taïkou, mais elle occupe physiquement l'espace. Les insurgés perdent la capacité de distinguer clairement les lignes de front. Chaque couloir, chaque cour devient imprévisible. La stratégie initiale, fondée sur la précision et la rapidité, se heurte à une densité humaine impossible à neutraliser sans provoquer un massacre visible. Cette contrainte freine l'élan des attaquants et introduit un temps mort décisif. C'est dans cet intervalle que la dynamique s'inverse. Les ordres partent vers des unités restées loyales, auparavant écartées par des mutations administratives. Les confirmations arrivent une à une. Les mouvements convergent vers la capitale. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais, la liste des officiers silencieux se précise. Les noms ne sont plus des absences abstraites, mais des indices concrets de la trahison. Ibrahim Traoré articule alors la réponse en 2 temps. Contenir la menace immédiate et préparer l'après. Puis, la situation se retourne brutalement pour les conspirateurs, coincés entre civils déterminés et forces régulières en approche. Plusieurs groupes déposent les armes. D'autres tentent de fuir sans connaître le terrain aussi bien que ceux qui y vivent. Les arrestations s'enchaînent à l'aube. Les preuves matérielles émergent rapidement. Documents détruits à la hâte, valises d'argent, canaux de financement extérieur. Le coup, conçu pour durer quelques heures, laisse derrière lui une trace longue et visible. Au terme de la nuit, l'événement n'est plus seulement une tentative avortée, il devient un révélateur. La nuit a montré comment une attaque ciblée peut se transformer en crise systémique, puis en démonstration de cohésion. Le sens est net, la vitesse peut déclencher un coup, mais seule la légitimité permet d'y survivre. Avant l'attaque, le dispositif de sécurité reposait sur une chaîne de commandement stable. Après l'aube, cette chaîne est recomposée de manière tangible autour d'ordres confirmés et exécutés. Entre les premiers tirs et l'aube, ce delta de temps n'est pas anodin. Il montre que la fenêtre d'efficacité des assaillants s'est refermée plus tôt que prévu sous l'effet combiné de la présence civile et du maintien de l'autorité centrale. Lors des arrestations, une somme de 300 000 $ est saisie avec des documents contractuels liés à des intérêts miniers étrangers. Ce montant ne prouve pas à lui seul l'ampleur du réseau, mais il matérialise un lien direct entre la tentative de renversement et des incitations économiques précises. L'argent n'est pas abstrait, il est localisé, traçable et relié à des signatures. Pour l'appareil judiciaire, cette matérialité facilite la qualification des faits et réduit l'espace de contestation ultérieure. 7 civils perdent la vie cette nuit-là, touchés par des tirs lors des affrontements. Ce chiffre, limité mais lourd, sert de borne morale et politique. Il transforme l'événement en dette publique. Chaque décision prise après le coup doit répondre à cette perte. En termes de gouvernance, ce coup humain impose des procédures visibles, des procès ouverts et des sanctions documentées afin d'éviter que la victoire ne soit perçue comme arbitraire. 3 repères structurent la lecture des faits, le temps, l'argent et les vies perdues. Elles se montrent que la réponse n'a pas reposé sur une supériorité militaire écrasante, mais sur une recomposition rapide des leviers disponibles, la rapidité d'identification des officiers silencieux, la convergence d'unités loyales et l'encadrement juridique des arrestations dessinent une trajectoire claire. Il faut contenir la menace
établir les preuves, puis juger. Dans cette logique, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas d'accumuler des chiffres, mais de les rendre opérants. Le temps gagné devient une marge d'action, l'argent saisi devient une preuve, les pertes civiles deviennent une obligation de transparence. Chaque donnée est intégrée dans un récit institutionnel qui vise à prévenir la répétition plutôt qu'à célébrer la victoire. Au final, les chiffres ne racontent pas l'émotion de la nuit, mais ils en fixent les limites et les conséquences. Ils expliquent pourquoi l'épisode ne s'est pas dissous dans la rumeur et pourquoi ses suites ont pris la forme de procédures publiques plutôt que de règlements opaques. Ici, les chiffres servent la stabilité. Certains avancent que la mobilisation populaire relève davantage de l'émotion que d'une stratégie durable. Selon cette lecture, l'irruption de civils non armés face à des hommes entraînés aurait pu conduire à un bain de sang aggravant la crise au lieu de la résoudre. Le courage individuel, aussi admirable soit-il, ne constituerait pas une base rationnelle pour la sécurité d'un État. Dans ce cadre, la nuit serait une exception dangereuse, impossible à reproduire sans coûts excessifs. D'autres soutiennent que la victoire doit avant tout être attribuée aux forces militaires restées loyales. Les civils auraient joué un rôle symbolique, mais la neutralisation effective du coup résulterait du retour d'unités armées, de l'arrestation ciblée des officiers impliqués et de la supériorité institutionnelle finale. Insister sur la dimension populaire risquerait alors de minimiser le rôle décisif de l'appareil sécuritaire et de créer une lecture romantisée des faits. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, ils échouent à expliquer le point central du basculement. La présence civile n'a pas remplacé l'action militaire, elle en a modifié les conditions. En occupant l'espace, en rendant l'usage indiscriminé de la force politiquement et visuellement coûteux, la population a réduit la liberté d'action des assaillants. Ce ralentissement a créé le temps nécessaire au redéploiement des unités loyales. De même, l'efficacité militaire ne peut être isolée de son environnement social. Sans la visibilité publique de la crise, les arrestations ultérieures auraient pu être contestées comme des règlements internes. La combinaison des deux dimensions, civique et institutionnelle, rend la réponse crédible et difficile à délégitimer. Ibrahim Traoré se situe précisément à ce point d'articulation où l'autorité ne s'impose pas contre la société, mais avec elle. Ainsi, la nuit ne propose pas un modèle à imiter mécaniquement, elle démontre plutôt une condition. Lorsque la légitimité perçue freine la violence et soutient l'institution, même un coup soigneusement préparé perd son avantage décisif. La foule change la donne. Ce n'est pas une image forte ajoutée après coup, mais le point précis où l'équation stratégique se modifie. À partir du moment où les civils occupent physiquement le palais et ses abords, l'événement cesse d'être un affrontement classique. Les attaquants ne font plus face à une cible définie, mais à une situation politiquement ingérable. Chaque tir devient un risque de bascule irréversible. Chaque minute gagnée par la population est une minute perdue pour le plan initial. Cette révélation oblige à relire toute la nuit autrement. Le coup n'échoue pas uniquement parce qu'il est mal exécuté, mais parce qu'il repose sur une hypothèse fausse, celle d'une société passive, spectatrice de sa propre dépossession. En s'exposant, les civils introduisent une contrainte que ni l'argent ni les armes ne peuvent neutraliser rapidement. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un seuil. L'enjeu n'est plus seulement de survivre à l'attaque, mais de comprendre ce que cette mobilisation crée comme obligation durable. La protection reçue n'est pas gratuite. Elle appelle une réponse qui dépasse le langage sécuritaire et engage la gouvernance elle-même. À partir de là, chaque décision future sera jugée à l'aune de cette nuit. La tentative de coup devient un test public et sa résolution une référence. Ce qui se joue désormais n'est plus la prise du pouvoir, mais la manière de l'exercer après avoir été défendu collectivement. Les effets de cette nuit ne se répartissent pas de manière abstraite, ils se déclinent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans ces écarts que se mesure la portée réelle de l'événement. Pour l'État d'abord, la tentative avortée agit comme un révélateur de vulnérabilité interne. Les chaînes de commandement sont réexaminées, les procédures de mutation deviennent un sujet politique,
et la question de la loyauté institutionnelle cesse d'être implicite. La réponse ne se limite pas à des arrestations, elle impose une réorganisation visible destinée à restaurer la confiance dans l'appareil public. Pour le monde économique, l'impact est double. À court terme, l'instabilité fait craindre une paralysie, notamment dans les secteurs liés aux ressources naturelles. Mais la mise au jour de financements occultes et la saisie d'actifs envoient un signal clair. Les règles du jeu changent. Les acteurs économiques comprennent que les arrangements discrets avec des factions internes comportent désormais un risque juridique et réputationnel élevé. Cette clarification, même brutale, réduit l'ambiguïté qui alimentait les pratiques prédatrice. Du côté des citoyens, la conséquence la plus profonde est psychologique. Ceux qui se sont mobilisés ne retournent pas simplement à la vie ordinaire. Ils ont éprouvé concrètement leur capacité à influencer le cours des choses. Cette expérience transforme la relation au pouvoir. La vigilance augmente, les attentes aussi. Les procès publics, les annonces de réforme et les engagements de transparence sont scrutés non comme des promesses lointaines, mais comme des dettes contracté. Ibrahim Traoré devient, pour beaucoup, moins une figure distante qu'un dépositaire conditionnel de cette confiance. À l'échelle régionale, enfin, l'épisode est observé avec attention. Dans un contexte sahélien marqué par des renversements rapides et des interventions extérieures, le cas burkinabé introduit une variable nouvelle, l'intervention directe de la société civile dans l'échec d'un coup. Cela ne crée pas un précédent facile à reproduire, mais cela complique les calculs. Les acteurs externes doivent intégrer un facteur supplémentaire, imprévisible, qui dépasse les alliances militaires classiques. Ces conséquences ne produisent pas toutes des effets immédiats et positifs. Elles génèrent des tensions, des ajustements, parfois des déceptions, mais elles ancrent une réalité durable. La tentative de renversement a déplacé les lignes pour plusieurs groupes à la fois. Ce déplacement explique pourquoi la nuit continue de peser sur les décisions prises bien après l'aube. À moyen terme, l'après-coup ne suit pas une trajectoire unique. Il ouvre plutôt un éventail d'hypothèses conditionnelles, chacun dépendant de choix précis et observables. Les procès se poursuivent, les réformes annoncées avancent par moments et la vigilance citoyenne demeure élevée mais hétérogène. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré consolide son autorité sans rupture spectaculaire au prix d'un équilibre délicat entre attentes populaires et contraintes institutionnelles. La stabilité est réelle mais constamment testée. La transparence promise se traduit par des mécanismes durables, publication régulière des budgets, contrôles indépendants effectifs, rotation administrative qui limite la captation du pouvoir, la mobilisation civique se structure sans se militariser, devenant un contrepoids institutionnel plutôt qu'un facteur de tension. Dans ce cas, l'épisode du coup avorté devient un point d'inflexion fondateur, souvent cité comme référence interne et externe. Le pays gagne en crédibilité régionale précisément parce que la crise a été traitée publiquement, la fatigue sociale s'installe, les attentes non satisfaites se transforment en scepticisme et certains réseaux cherchent à se recomposer discrètement. Les réformes ralentissent, non par rejet explicite, mais par accumulation d'obstacles techniques et politiques. Dans cette configuration, la légitimité acquise dans la nuit s'use et la protection symbolique accordée à Ibrahim Traoré perd de sa force mobilisatrice. Ces issues partagent un point commun. Aucune n'est automatique, elles dépendent d'arbitrages concrets, de signaux envoyés et de la cohérence entre discours et pratiques. Le coup manqué n'a pas scellé l'avenir, il a ouvert une période d'exigence accrue. Il devient alors plus utile d'observer les mécanismes plutôt que les symboles, les procédures plutôt que les proclamations. Observer les mécanismes plutôt que les symboles, les procédures plutôt que les proclamations. C'est à ce niveau que se jouera la traduction durable de cette nuit exceptionnelle. Pour une partie du public, l'épisode reste lointain, presque mythifié. Pourtant, ses implications touchent des expériences ordinaires, mesurables dans la vie quotidienne. Pour les jeunes, même d'abord, la nuit agit comme un repère politique précoce. Elle montre que l'engagement ne se limite pas au vote ou aux commentaires, mais peut prendre la forme d'une présence physique, risquée, qui a des effets réels. Cette leçon n'impose pas l'héroïsme permanent, mais elle redéfinit ce que signifie rester spectateur. Pour les travailleurs et les petits entrepreneurs,
La conséquence est plus pragmatique. La mise au jour de circuits de corruption et de financements occultes rend visible des pratiques qui, jusque-là, semblaient intouchables. Cela ne garantit pas une amélioration immédiate des conditions économiques, mais cela modifie les attentes. La stabilité cesse d'être perçue comme une faveur accordée par le sommet, elle devient un bien commun à défendre et à surveiller. Pour les familles touchées par les pertes, enfin, l'impact est irréversible. Les morts de cette nuit ne sont pas des abstractions statistiques, leur reconnaissance publique, les commémorations et les compensations promises deviennent des tests de sincérité. La manière dont ces engagements sont tenus pèsera durablement sur la confiance collective. Dans ces trois registres, une même question traverse les perceptions. Après avoir été entendue, une question demeure. Que fait-on ensuite ? La mobilisation spontanée crée une responsabilité partagée. Elle oblige les citoyens à maintenir une vigilance minimale et le pouvoir à accepter un regard constant. Ibrahim Traoré se trouve ainsi placé dans une relation moins verticale où chaque geste est interprété comme une réponse à un soutien conditionnel. Ce lien, fragile mais actif, ne transforme pas chaque citoyen en acteur politique permanent. Il installe toutefois une norme nouvelle. L'indifférence n'est plus la position par défaut, c'est cette transformation discrète plus que l'événement lui-même qui marque le quotidien. La sortie durable de crise ne peut pas reposer sur la seule mémoire de la nuit. Elle exige une séquence d'actions lisibles, claires et vérifiables. Les audits internes doivent identifier les failles de commandement révélées par l'attaque avec des rotations régulières et des critères publics de nomination. L'objectif n'est pas de punir en masse, mais de réduire les zones grises où la loyauté devient négociable. Les procédures engagées après le coup avorté doivent rester ouvertes, documentées et accessibles. Des audiences publiques, des décisions motivées et des voies de recours claires permettent d'éviter que la justice soit perçue comme un prolongement de la victoire politique. Pour Ibrahim Traoré, cette transparence est un test central. Elle conditionne la transformation de l'émotion collective en confiance durable. La publication détaillée des budgets, la traçabilité des revenus liés aux ressources et l'intervention d'auditeurs indépendants réduisent l'espace de capture par des intérêts opaques. Chaque donnée publiée n'est pas seulement informative, elle crée un point de comparaison pour les citoyens et les partenaires. La mobilisation spontanée ne peut rester une parenthèse. Des cadres de participation non violents, locaux et réguliers permettent de canaliser l'attention sans l'épuiser. Il s'agit moins d'organiser la rue que d'ouvrir des canaux de retour structurés. Chaque engagement doit être associé à un repère simple, vérifiable dans le temps. Sans cette boucle de mesure, la promesse de la nuit se dissipe. Avec elle, la crise devient un point de départ opérationnel. Un an plus tard, l'image qui reste n'est pas celle des armes ni des cartes tactiques, mais celle d'un geste simple répété dans la lumière du matin. Ibrahim Traoré, descendant parmi les civils, serrant des mains calleuses, écoutant sans micro ni protocole. Ce moment fait écho aux premières heures de la nuit, lorsque des anonymes avaient pris position sans savoir s'ils survivraient. Le motif est le même, la proximité comme source de légitimité. Ce rappel n'efface ni la violence ni les pertes. Il les encadre. Il dit que la survie politique ne se mesure pas seulement à la capacité de résister à un choc, mais à celle de reconnaître ce qui a rendu cette résistance possible. Les funérailles, les commémorations et les promesses faites aux familles deviennent alors des points d'ancrage, pas des rituels creux. Il rappelle que la confiance a un coût réel. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est ni idéalisé ni absous d'avance. Il est placé face à une exigence durable, rester aligné avec ce qui a été défendu cette nuit-là. La foule, autrefois barrière improvisée, devient un miroir permanent. Une idée s'impose, simple et lourde. La fidélité reçue appelle une fidélité rendue. À la fin, il ne reste pas une leçon à répéter, mais une question à maintenir ouverte. Ce que cette nuit a montré n'est pas une recette universelle, ni un moment à sacraliser, mais une relation particulière entre un pouvoir et ceux qui l'acceptent. Une relation fondée sur l'idée que l'autorité n'est jamais acquise une fois pour toutes, qu'elle circule, se prête et peut se retirer.
Pour les observateurs extérieurs, l'épisode invite à dépasser les lectures simplistes sur les coups d'État, la force ou la stabilité. Pour les citoyens concernés, il rappelle que l'engagement n'est pas binaire, tout ou rien, mais fait de seuils, de moments, de choix parfois silencieux. Et pour Ibrahim Traoré, il fixe un cadre exigeant, gouverner sous le regard de ceux qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient intervenir. La suite n'appartient donc ni au récit héroïque, ni aux condamnations rapides. Elle se joue dans le temps long, dans la cohérence entre actes et paroles, et dans la capacité collective à rester attentif sans se consumer. La vigilance et la confiance doivent désormais tenir dans un équilibre exigeant.